Salut à tous! Comme vous le savez déjà, le thème de l'indépendance des médias concerne avant tout les journalistes et leur rédaction, mais il touche aussi bien les citoyens. Alors, quand on n'est ni journaliste, ni acteur du paysage médiatique, comment faire entendre sa voix? Comment soutenir les journalistes et protéger ce quatrième pouvoir, garant de la démocratie? Aujourd'hui, je reçois Daphné Ronfard, étudiante et coordinatrice du pôle plaidoyer d'un bout des médias. À 22 ans, Daphné nous raconte comment mettre sa pierre à l'édifice et faire bouger les lignes grâce à l'engagement citoyen. Bonjour Daphné. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Daphné Ronfard, j'ai 22 ans et je suis étudiante en politique culturelle et je me suis engagée il y a 1 an à peu près dans l'association Un bout des médias. Et j'ai toujours été passionnée par la question des politiques culturelles en général. Et ça fait depuis à peu près 2 ans que je suis très mobilisée sur la question des médias parce que je me rends compte d'à quel point ça façonne notre vie en société et d'à quel point aussi il y a beaucoup de problèmes qui entourent la façon dont est produite l'information, la façon dont elle est financée. Donc j'ai voulu m'engager à ce sujet. Et comment t'as eu le déclic justement de te dire là la situation dans les médias ne me plaît pas? Donc pour moi, le déclic vraiment pour me dire que j'avais envie de m'engager pour la cause des médias, ça a été une rencontre académique, on peut dire, avec Julia Cagé, qui est donc présidente de l'association Un bout des médias, que j'ai eu la chance d'avoir en cours pendant mon Master 1, dans le cadre d'un cours qui s'appelait Le prix de la démocratie, qui était le titre aussi de son ouvrage, où elle a pu nous parler vraiment d'un point de vue théorique et académique de tous les enjeux qui entouraient à la fois le financement des médias, la rédaction dans les médias, le processus de création de l'information, etc. Et c'était des sujets absolument passionnants et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes très concrets dans le paysage médiatique qui pouvaient se poser sur ces questions-là. Et donc ça a été mon premier contact théorique avec la question des médias. Et lors du cours, elle nous a parlé de son initiative de créer une association qui s'appelait à l'époque Un bout du monde et dont l'objectif était en fait de passer de ce côté théorique au côté de l'action très concrète et d'agir en fait dans les situations de vulnérabilité qui pouvaient être créées dans certaines rédactions. Et la première action à laquelle j'ai participé, ça a été lors de la mobilisation pour Science et Vie, qui est le journal de référence en termes de magazine scientifique, et qui a été racheté par un actionnaire eWorld Media qui a détricoté en fait le magazine lors de son rachat. Au moment de la création d'Un bout du monde, il y a eu toute une mobilisation autour de Science et Vie, et ça a été un moment assez charnière pour mon engagement. Et c'est toi qui as lancé ce mouvement, ça s'est matérialisé comment en fait? Alors on était un petit collectif qui s'est constitué, qui s'appelait Sauvons Science et Vie, qui s'est constitué à partir d'un noyau dur à la suite en fait des enseignements qu'on avait pu avoir de la part de Julia Cagé. Très spontanément en fait on s'est posé la question, nous à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces journalistes? Parce que nous on était des simples étudiants à l'époque, étudiantes et étudiants, des citoyennes et citoyens, on était des lecteurs ou des lectrices de Science et Vie ou non, mais on s'est rendu compte que c'était hyper important, surtout en période de pandémie, en période de changement climatique, d'avoir accès à une information scientifique de qualité. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour alerter le grand public sur ce sujet-là. Et donc on s'est constitué dans un collectif, on a écrit une pétition qui a été signée par quasiment 30 000 signataires, donc on a vu qu'il y a eu quand même un bel impact et on a fait en fait toutes les actions qu'on pouvait à notre échelle pour alerter et pour montrer aux journalistes qu'on était à leur côté. Enfin, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, on a eu beaucoup de réunions avec les journalistes de Science et Vie pour qu'ils nous parlent en fait tout simplement de ce qui était en train de se passer. Parce que en fait, c'est des sujets, le sujet de l'indépendance des médias, surtout pour un média comme Science et Vie, qui est certes très lu, mais dont on connaît pas forcément les ficelles, etc. En fait, c'est pas des sujets dont le grand public est forcément au courant. On a l'impression que c'est des sujets techniques. Qui possède le média? Pourquoi est-ce que c'est important quand il y a un changement d'actionnaire? En fait, c'est pas des sujets qu'on connaît. Donc nous, on a vraiment voulu être aux côtés des journalistes pour qu'ils nous expliquent concrètement qu'est-ce que ça voulait dire qu'un actionnaire comme eWorld Media rachète le titre. Et donc ils nous ont expliqué concrètement que ça signifiait que lorsque eWorld a acheté Science et Vie, ils ont complètement dissocié les rédactions web et la rédaction papier de Science et Vie. C'est-à-dire que eWorld, du jour au lendemain, a décidé qu'il y aurait plus de journalistes qui fait partie de la rédaction de Science et Vie qui rédigeraient les contenus publiés sur le site internet de Science et Vie. Parce que ça coûtait moins cher de les remplacer, parce qu'ils appelaient à l'époque des
producteurs de contenu, des content managers, qui n'étaient absolument pas des journalistes et donc qui produisent de l'information qui n'est même pas de l'information en fait, des contenus communicationnels qui sont absolument pas des enquêtes fouillées, qui sont surtout pas des faits vérifiés. C'est-à-dire que le résultat de ça, c'est que dans la rédaction web donc de Science et Vie, il y avait sur le site web de la publication d'articles qui n'étaient pas sourcés, qui n'étaient pas vérifiés, qui parfois diffusaient des informations complètement fausses. Par exemple, ils avaient publié un article expliquant qu'il y avait eu la découverte de nouveaux corps à Pompéi après l'éruption du Vésuve et que ça remettait en cause la date de l'éruption du Vésuve. Et c'était pas du tout vrai. En fait, c'était absolument ni une découverte ni une vraie information. C'était juste absolument faux. Et la raison pour laquelle ça a été publié, c'est parce que c'est ces fameux media content managers, comme ils les appellent, qui écrivent ces types de contenus. Il n'y a absolument pas la rigueur journalistique nécessaire à la production de l'information qui est investie dans Reworld. Aujourd'hui, il y a donc certains actionnaires qui sont prêts comme ça à attaquer les conditions dans lesquelles on produit de l'information et qui sont prêts à pousser les journalistes à la démission, à transformer une marque et un journal de référence comme Science et Vie et à le vider complètement de sa substance et de toute la confiance que les lecteurs peuvent avoir en le journal, simplement pour faire davantage de profit, parce qu'évidemment ça coûte moins cher de produire des contenus comme ça qui sont parfois des copier-coller faits à la hâte, qui sont parfois des traductions faites sur Google Translate et Reverso. C'est les lecteurs et les lectrices qui en pâtissent et c'est la société en général, parce que quand on voit l'impact aujourd'hui des fake news, de la diffusion des fausses nouvelles et l'impact que ça peut avoir dans une période comme la nôtre, c'est très inquiétant. Qu'est-ce que tu penses justement de la différence entre le journaliste et le rédacteur web? Comment on fait pour différencier, nous, en tant que citoyens, quand on lit un journal, justement? Et malheureusement, c'est très difficile en fait, et c'est là tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand un journal comme Science et Vie par exemple publie quelque chose sur son site web en son nom, le lecteur a confiance en la marque Science et Vie parce que c'est un journal qui a été créé il y a 100 ans, en lequel les lecteurs ont confiance. Quand il tombe sur un contenu comme celui-ci, qui est faux, le lecteur va avoir beaucoup de mal à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et c'est là tout le problème. Si l'information n'est pas vérifiée, s'il n'y a pas d'exigence en fait, de qualité et d'investigation dans la façon dont l'information est produite, le lecteur est complètement perdu. Bon là, dans le cas du Vésuve, c'était pas forcément un cas de force majeure et qui a des impacts énormes sur la vie quotidienne, mais par contre, si ça avait été un article, je sais pas, qui nous expliquait que le Covid ne se transmettait pas de telle ou telle façon, je ne sais pas quoi, ça aurait eu des impacts pas possibles. De la même manière, si il y avait eu un article publié au sujet des changements climatiques, des changements environnementaux, là, on voit clairement que ça a des impacts énormes. C'est sûr que pour Pompéi, les gens vont pas aller dans la rue. A priori, voilà, il y aura pas de mouvement de foule à partir de là et ça va pas avoir des conséquences atroces, mais on se rend compte que c'est la porte ouverte à des dérives assez inquiétantes parce que les gens font confiance et devraient faire confiance aux médias et le résultat c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une défiance énorme des citoyens envers les médias. Ça fait partie des institutions en lesquelles les gens ont malheureusement le moins confiance aujourd'hui. À la rédaction de Science et Vie, qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant et quelles actions vraiment ont été entreprises pour qu'ils en arrivent à là où ils sont aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question parce que le collectif s'appelait le collectif Sauvons Science et Vie. Science et Vie n'a pas été sauvé. Quand on regarde la situation actuellement, Science et Vie, c'est un magazine qui existe toujours, mais tous les journalistes, les 17 journalistes de la rédaction, ont finalement démissionné parce que ils n'ont pas réussi face à l'actionnaire à imposer leurs propres conditions, c'est-à-dire retrouver le contrôle sur la rédaction web de leur propre journal, et donc ils ont été contraints de quitter le journal, et c'est exactement ce que Reworld avait fait de tous ces titres. Ça avait été le cas pour Diapason et ça a été le cas pour Science et Vie, mais la bonne chose dans cette histoire, c'est que même si on n'a pas réussi à sauver Science et Vie, on a réussi, et ça c'est une chose formidable, à accompagner la création d'un nouveau média complètement indépendant, puisque tous les journalistes qui avaient démissionné de Science et Vie se sont mis d'accord, se sont motivés ensemble pour se dire qu'il fallait recommencer quelque chose parce qu'ils étaient passionnés par le journalisme, et donc ils ont décidé de créer un nouveau média qui est Epsilon, qui est un média donc totalement indépendant et qui a été créé donc cet été
à partir des citoyens, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un tel engouement populaire, un tel soutien de tous les citoyennes et citoyens pour les journalistes dans la situation de Sciences et Vie, que les journalistes pour la création d'Epsilon ont décidé de créer ce nouveau journal à partir d'un financement participatif qui a été donc hébergé sur la plateforme Ulule, et c'est la plus grande levée de fonds participative de l'histoire de la plateforme Ulule finalement. C'était combien ? C'était 45 000 préabonnements, alors que leur objectif, je crois, de mémoire, c'était d'en avoir 2000 ou 3000. On rend compte que les citoyens sont prêts en fait à s'investir, à donner de l'argent et à financer de l'information scientifique. Oui. Et ça a été une énorme source d'espoir à la fois pour les journalistes évidemment qui ont réussi à rebondir, et c'est formidable, mais aussi pour nous, pour tous les citoyens, de se rendre compte que on est capable de créer un nouveau média à partir non pas de rien, mais à partir d'une situation qui était catastrophique à Sciences et Vie, qu'on est capable de se relever et de rebondir, quoi. Et là aujourd'hui, ce journal Epsilon, est-ce qu'ils ont essayé de bloquer justement pour être sûr que ils soient tranquilles et que ça se reproduise pas un jour cette situation ? Ouais, alors justement, oui, ils se sont dotés d'une charte d'indépendance qui est assez stricte, très bien écrite, justement pour s'assurer qu'il n'y ait absolument pas de situation similaire à ce qui s'est passé avec Reworld qui se passe. Donc ce sont les journalistes qui ont vraiment la capacité de décider de leur propre contenu, et il y a toutes les garanties qui font partie vraiment de la charte constitutive d'Epsilon, quoi. Ok, ouais. Et du coup, les 45 000 personnes, les 45 000 préabonnements de Epsilon, j'imagine que c'est 45 000 abonnements en moins pour Sciences et Vie finalement. Exactement, on se rend compte que la mobilisation, je sais pas si c'est exactement 45 000 abonnements en moins, mais en tout cas, on se rend compte que les gens ont compris. Ce que faisait Reworld à partir de maintenant, c'était simplement capitaliser sur la marque, utiliser l'image de marque de Sciences et Vie avec aucune garantie derrière. Et du coup, Reworld Media, c'est qui en fait ? Ils possèdent quoi ? Ils sortent d'où ? C'est un groupe qui a été fondé par un monsieur qui s'appelle Pascal Chevalier, et c'est un groupe de médias assez récent et qui possède énormément de titres de presse, et c'est surtout de la presse magazine. Donc il y a évidemment Sciences et Vie et toutes ses déclinaisons, donc Sciences et Vie Junior, etc. Il y a des magazines féminins aussi comme Biba, tout ça, et un magazine de musique, Diapason, et il y a toute une série comme ça de titres. Et Reworld Media, c'est donc un groupe français et qui est très mise en avant pour son côté innovant, son côté un peu Startup Nation. Ils ont un pôle de formation aussi pour les jeunes. Ils capitalisent beaucoup sur cette image de groupe innovant qui veut faire les choses autrement. On se rend compte que lorsque ça touche à l'information, c'est compliqué de défendre le fait que l'innovation, ce serait de pousser des journalistes à la démission. En fait, leur vision innovante des médias, pour ce qu'on en a vu en tout cas avec Sciences et Vie, c'est de dire qu'on serait capable de créer de l'information sans journaliste. Et moins cher. Et moins cher. Comment on fait quand on n'est ni journaliste et qu'on ne baigne pas dans l'univers des médias et qu'on veut garantir justement l'indépendance des médias, ou au moins mettre un peu sa pierre à l'édifice ? Alors, je pense que la réponse la plus évidente, c'est d'abord s'abonner à la presse, tout simplement. Participer soi-même le plus directement possible au paysage médiatique, c'est d'abord être prêt à financer les médias à sa petite échelle. On se rend compte que le modèle économique de la presse est assez mis en danger, en fait, parce que depuis le 19e siècle, le modèle économique des médias, il dépend, en fait, de la publicité. Ça remonte à Émile de Girardin, donc au 19e siècle, qui s'était dit que dans une société qui devient de plus en plus lettrée, qui sait lire, qui doit s'informer, l'information doit être la plus accessible possible. Sauf que produire de l'information, ça a un coût, évidemment. Si on veut que l'information soit de qualité, il faut payer les journalistes. À l'époque, il fallait en plus imprimer le papier. Enfin voilà, ça a généré tout un tas de coûts. Pour le rendre le plus accessible possible, qu'on a décidé et ça a été très efficace pendant un temps, de lier le modèle économique de la presse au modèle économique de la publicité. Donc ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que les annonceurs venaient payer les journaux pour qu'ils diffusent leur pub dans le média concerné. Et vu que ça a dégagé une source de revenus assez importante pour le journal, ils pouvaient baisser ses prix. Et donc, le prix était beaucoup plus accessible pour l'ensemble des gens. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les conditions ont malheureusement beaucoup changé, puisque aujourd'hui, le marché de la publicité est complètement dominé par les GAFA. Aujourd'hui, 80% du marché publicitaire est dominé par les seuls acteurs que sont Google et Facebook. Forcément,
citoyens, c'est autant de revenus publicitaires qui ne reviennent pas donc aux médias, forcément. Et vu qu'on a en parallèle une assez grosse, malheureusement, crise de la confiance des citoyens envers leurs médias, et ben, ils sont de moins en moins enclins à dépenser pour l'information produite. Et il y a un autre phénomène qui s'additionne à ça, c'est aussi qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a accès à de l'information gratuite, ou en tout cas à ce qu'on croit être de l'information, parce que parfois c'est même pas de l'information, ce sont des fausses informations, etc. Mais la gratuité de l'information fait que on a beaucoup moins envie, malheureusement, de payer pour la presse. Donc aujourd'hui, je pense que le premier pas à faire en tant que citoyen, lorsqu'on en a les moyens évidemment, c'est de payer pour l'information produite. Du coup, tu considères que l'information c'est un bien public et c'est pas une valeur marchande qu'on peut acheter comme ça, c'est pas une entreprise, une start-up que tu rachètes, que tu vends. Exactement, et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est vraiment fondamental de dissocier la propriété des médias et les contenus qui y sont produits, parce que l'information est effectivement un bien public et donc un propriétaire de médias peut pas faire n'importe quoi avec son média. Aujourd'hui, on pourrait avoir des personnes qui nous disent que c'est normal en fait qu'un actionnaire intervienne parce que de toute façon, l'actionnaire d'une entreprise de chaises, et ben ça nous paraîtrait pas bizarre qu'il mette son nez dans les affaires et qu'il dise qu'il faut produire tel ou tel type de chaises, etc. Là où ça pose vraiment problème, c'est lorsque des actionnaires qui ne sont pas des journalistes, qui ne devraient pas avoir leur mot à dire sur les contenus produits, viennent intervenir, viennent censurer, viennent contourner ce qui devrait être la liberté des journalistes. Quand on considère que l'information est un bien public, on peut pas laisser ce bien public à la main des intérêts privés. Ça paraît évident. Une autre chose qu'on peut faire en tant que citoyen, et c'est ce que j'ai essayé d'entreprendre moi au cours de mon parcours associatif auprès d'un bout des médias, c'est s'engager, c'est en parler autour de soi, c'est interpeller nos élus pour que le cadre légal change autour de l'indépendance des médias, qu'on peut faire tous ensemble. Et on se rend compte que avec l'exemple de Science et Vie devenu Epsilon, la mobilisation populaire et la mobilisation collective, ça peut fonctionner. Vous avez fait l'action Sauver Science et Vie. Est-ce que vous avez eu des sortes de pression de la part du groupe Reworld, de personnes qui rachetaient ou quoi? En tant que membre du collectif Second Science et Vie, on n'a pas reçu de pression, pas de coup de téléphone, rien. Par contre, on a appris par les anciens journalistes de la rédaction de Science et Vie que Reworld attaquait en justice ces anciens journalistes pour diffamation et pour concurrence déloyale suite à la création d'Epsilon. Les procédures sont en cours en ce moment. Mais en cas de rachat d'un média, les journalistes, ils ont le droit de faire valoir leurs droits justement et de dire bon, on s'en va parce que ça change d'actionnaire, la ligne éditoriale change, c'est un droit. Dans la loi, il y a une disposition qui existe depuis 1935, donc qui est assez ancienne et qui s'appelle la clause de cession. Ça signifie qu'aujourd'hui, tout journaliste, lors de changement de contrôle du média auquel il appartient, a le droit de s'en aller et de faire valoir donc cette clause de cession-là. Donc ils ont le droit de le faire, et heureusement, mais ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu la seule solution que ces journalistes ont, et c'est même d'ailleurs complètement la seule solution que ces journalistes ont face à eux, et c'est la seule garantie que la loi offre aujourd'hui, ce qui paraît quand même très insuffisant. Ça a été le cas pour Science et Vie, donc lorsqu'ils ont vu que vraiment l'actionnaire ne céderait pas, tous les journalistes de la rédaction ont fait valoir ce droit et ont utilisé cette clause de cession pour s'en aller, mais ça a été le cas aussi l'an dernier, en 2021, pour un autre actionnaire, pour un autre groupe de médias qui était Europe 1. Il y a eu une mobilisation, il y a eu une grève qui a duré quelques semaines, et c'était assez inédit dans l'histoire d'Europe 1, et malheureusement, quand ils se sont rendus compte que ce ne serait pas possible de faire quoi que ce soit, la seule chose que les journalistes pouvaient faire, c'était de s'en aller, claquer la porte. C'est soit rester et se taire, et dans le cas d'Europe 1 et de la prise de contrôle d'Europe 1 par Bolloré, accepter que Europe 1 devienne quasiment une succursale de CNews et que la chaîne devienne de plus en plus une radio d'opinion et non pas d'information. C'est soit accepter ça, soit on s'en va et on essaie de trouver un autre média qui voudra bien de nous, avec toute la précarité et toute la situation quand même de fragilité dans laquelle ça peut mettre ces journalistes qui parfois ont fait toute leur carrière dans ce média-là, quoi. On va passer au projet plaidoyer maintenant. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet sur lequel vous travaillez depuis quelques mois? Tout à fait. Alors le projet plaidoyer, c'est donc un des pôles de l'association Un bout des médias qui s'est constitué il y a à peu près 6 mois, je dirais. J'ai participé à la création de ce pôle dans une logique très simple et très claire, qui était de se dire qu'aujourd'hui, la mainmise des intérêts privés et de certains actionnaires sur certains médias était quelque chose de très alarmant et de catastrophique. On le voit avec l'exemple de Bolloré, on le voit avec l'exemple de Science et Vie, et avec énormément d'autres exemples malheureusement dans le paysage médiatique, sans que la loi ne garantisse aucune possibilité pour les journalistes quand ce genre de situation ont lieu.
Et donc, on s'est dit que cette année, en 2022, il y avait une échéance, une double échéance d'ailleurs électorale qui se profilait avec l'élection présidentielle et les élections législatives. Et on s'est dit que c'était le moment de formuler des propositions, d'interpeller à la fois les actuels élus, mais aussi les candidates et candidats à ces deux élections, pour leur dire qu'il faut faire changer la loi et qu'il faut mettre des garanties dans la loi pour l'indépendance des médias. Alors le projet plaidoyer a vraiment deux objectifs, un objectif de court terme, un objectif de long terme. L'objectif de court terme, c'est vraiment l'échéance de l'année électorale de 2022, à la fois avec la présidentielle et législative. Et notre but, c'est vraiment de mettre le sujet de l'indépendance des médias à l'agenda de cette année présidentielle. Parce qu'on se rend compte que malheureusement, aujourd'hui, le sujet des médias, c'est quelque chose qui est omniprésent, qui est très important, mais dont on parle finalement assez peu dans le débat public. Il y a finalement peu de candidates et candidats à l'élection présidentielle qui ont des lignes programmatiques qui concernent les médias. Nous, notre but, c'est vraiment d'interpeller les candidates et candidats, de leur demander de prendre position sur les sujets médiatiques et de faire en sorte que ce soit un sujet de cette campagne. Et donc, dans ce cadre-là, vu qu'on va pas simplement interpeller les élus et les candidates et candidats juste comme ça, on a formulé donc une série de propositions pour l'indépendance des médias qu'on va proposer aux candidates et candidats et qu'on va leur demander de signer, s'ils ont envie, pour que ces propositions figurent dans leur programme. Et donc ça, c'est notre premier objectif de court terme. Et ensuite, notre deuxième objectif de long terme, c'est une fois qu'on aura interpellé les candidates et candidats et que ces personnes auront été élues à leur poste, on va s'assurer que les engagements qui ont été pris au sujet des médias soient effectivement suivis des faits. Donc je pense au mois de septembre, à partir du mois de septembre 2022, on va aller rencontrer des parlementaires et on va faire en sorte que ces propositions soient effectivement transmises et transformées dans des dispositions dans la loi, quoi. Donc la législation n'a pas été changée depuis 1986, donc bien avant l'explosion d'Internet, qu'il y ait les réseaux sociaux, etc. Oui, la loi qui régit les médias aujourd'hui, c'est la loi effectivement de 1986. Depuis 1986, il y a eu des changements résiduels par certaines petites lois. En fait, on se rend compte qu'elles n'ont pas véritablement changé la donne. La dernière fois que la loi 86 a été révisée, c'était, il me semble, en 2016, qui était la loi qu'on a appelée la loi Bloch, et qui avait pour surnom la loi anti-Bolloré. 2016, c'est le moment de la prise de contrôle par Bolloré de iTélé, qui allait bientôt devenir CNews. Enfin, le législateur a voulu se saisir de cette occasion parce que, évidemment, il y avait des levées de boucliers partout, on se rendait bien compte que ça allait poser problème, et donc le législateur a voulu réformer cette loi en mettant dans la loi des garanties un peu plus importantes que ce qui existait pour l'instant, pour garantir l'indépendance des journalistes. La loi Bloch, qu'est-ce qu'elle a fait ? Il y avait deux dispositions principales. La première, c'est que tous les médias devaient obligatoirement se doter de chartes éditoriales qui seraient des chartes déontologiques et des chartes éthiques pour justement prévoir un certain nombre de garanties, de qualité de l'information, qui serait une sorte de référentiel pour les journalistes. Sauf qu'on se rend compte que, évidemment, aujourd'hui, la loi dit que ces chartes sont obligatoires, mais aujourd'hui, par exemple, Le Parisien, qui est possédé par Bernard Arnault, n'a pas cette charte éditoriale. Et en fait, il n'y a pas de moyen véritablement persuasif de faire appliquer cette loi aujourd'hui. Et l'autre disposition qu'il y avait dans la loi Bloch, c'était quelque chose de très ambitieux et dont on partage complètement l'objectif et qui est très louable, c'était de dire que les actionnaires n'avaient pas le droit d'avoir une influence éditoriale dans le journal qu'ils possèdent. Sauf que, de la même manière, il n'y a aucune façon de garantir cela dans la loi. Là, tu dis que ce sont des principes et qu'au final, il n'y a pas d'application, quoi. Quand on regarde aujourd'hui le cadre légal en vigueur qui entoure l'indépendance des médias, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que quand il y a des principes qui sont ambitieux, qui sont mis en place, il n'y a pas de façon très concrète de les faire appliquer. Et d'autre part, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont absolument plus traitées dans la loi. Par exemple, tout ce qui est le cadre de lutte contre la concentration médiatique aujourd'hui est largement insuffisant dans la loi. Et donc, c'est ces deux aspects qu'il faudrait faire évoluer. À la fois, mettre des principes, inscrire des principes dans la loi qui soient véritablement ambitieux là où il y a une régulation insuffisante, par exemple, sur la concentration des médias. Et d'autre part, il faudrait mettre
mettre en place des moyens vraiment coercitifs de faire appliquer certains principes qui existent dans la loi. On se rend compte qu'il y a certains actionnaires comme ça qui interviennent énormément dans la ligne éditoriale du média. Il y a d'autres actionnaires qui n'interviennent absolument pas. C'est le cas du Monde, possédé donc par notamment Xavier Niel, Mathieu Pigasse, qui, grâce à des combats qui ont été menés par le passé, n'interviennent absolument pas dans les contenus produits par les journalistes du Monde. Pourquoi ? Parce que il y a eu des créations de chartes, de garanties qui ont été faites. Tout le problème aujourd'hui, c'est que tout ça est laissé à la libre volonté des actionnaires. Et que c'est pas la loi qui garantit ces droits pour les journalistes. Par exemple, aujourd'hui au Monde, il y a quelque chose qui existe et qui s'appelle le droit d'agrément, qui signifie que les journalistes peuvent donner leur accord ou non lorsqu'il y a un nouvel actionnaire qui arrive au capital du Monde. Ça, c'est quelque chose qui a été concédé et qui a été gagné via des luttes qui ont eu lieu au sein de la rédaction du Monde et qui ont été accordées par l'actionnaire, mais c'est absolument pas le cas d'un autre journal. Et ça, c'est pas normal. Ce serait normalement à la loi de mettre en place ces dispositifs et de les garantir pour l'ensemble des journalistes. Nous, avec un bout des médias et avec notre série de propositions pour l'indépendance des médias, on propose que la loi impose et donne ce droit aux journalistes. Ok, et vous travaillez sur quel matériel ? Comment vous avez trouvé vos idées en fait ? Pour élaborer notre charte de proposition pour l'indépendance des médias, on s'est beaucoup basé sur un ouvrage qui a été publié l'an dernier, qui s'appelle L'information est un bien public, qui a été écrit par Julia Cagé et Benoît Huet, qui sont donc respectivement économistes et juristes, et qui ont travaillé à la fois sur une série de diagnostics de la situation actuelle, et sur toute une série de propositions qui pourraient figurer dans une proposition de loi à passer au Parlement sur le sujet. Et donc on s'est beaucoup basé sur ces propositions-là, et on a également réfléchi collectivement à ces propositions. On a consulté des journalistes, mais aussi des citoyens, des lecteurs, pour en faire une série de propositions la plus consensuelle possible, mais surtout la plus transformative possible pour mettre en place des choses dans la loi qui changent véritablement la donne. Quand tu dis « nous », c'est qui exactement ? Qui compose ce groupe ? Alors, on est un groupe d'adhérents d'un bout des médias. On doit être une quinzaine de membres, très très disparates. Alors, on est à la fois des étudiantes et étudiants comme moi. Il y a aussi des personnes qui sont journalistes, il y a des personnes qui travaillent dans le BTP, il y a des ingénieurs, il y a vraiment de tout. Et je pense que notre point commun, c'est notre engagement pour les médias et notre envie de changer la donne, quoi qu'il arrive. Nos propositions, c'est de mettre en place dans la loi un certain nombre de principes qui garantissent l'indépendance des médias. Le but, c'est par exemple d'établir une gouvernance démocratique des entreprises de médias. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est les instances, évidemment, de direction de certains médias qui prennent des décisions stratégiques qui sont cruciales dans le fonctionnement du média et qu'aujourd'hui, les journalistes n'y ont pas forcément accès. Donc le but, c'est de faire en sorte que les entreprises de médias soient gérées de façon démocratique. De la même façon, on voudrait inscrire dans la loi le fait que une entreprise de médias doive avoir un investissement important dans la qualité de l'information. Par exemple, consacrer une certaine proportion de son chiffre d'affaires aux dépenses de personnel, donc à l'embauche de journalistes, parce qu'on considère qu'on peut pas créer d'informations sans journalistes. Et un autre principe qu'on voudrait mettre en place dans la loi et qui paraît être quelque chose de bon sens et qui malheureusement n'existe pas aujourd'hui, c'est de garantir la transparence à la fois dans la gouvernance et dans l'actionnariat des entreprises de médias. Pour que n'importe quel citoyen aujourd'hui, s'il se pose la question de qui possède quel média, qu'il puisse avoir facilement accès à cette information-là. Donc ça, c'est le type de principe qu'on aimerait voir mis en place dans la loi. Le but, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait des moyens de faire appliquer cette loi. Et donc nous, notre idée, c'est de changer de rapport de force et de faire en sorte que ces grands principes-là soient en fait des critères pour accéder au statut de média. Parce que aujourd'hui, donc le statut de média, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'un média veut avoir accès aux aides à la presse, qui sont donc des aides garanties par l'État, qui viennent de l'argent public, il y a une commission indépendante qui donne à certains médias l'accès à ce statut. Et donc, ça lui permet de toucher ces aides-là. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est modifier les critères d'accès au statut de médias, qui sont aujourd'hui largement insuffisants, pour y intégrer toute cette série de critères et donc faire en sorte que l'indépendance des médias et des journalistes soit effectivement garantie. On va dire si tout se passe bien, vous faites ratifier à tout le monde, etc. Enfin ratifier, vous faites signer à tout le monde le projet, pardon. Ouais. Et ensuite, donc en septembre, vous allez voir des parlementaires. Comment on fait justement pour que ce soit pas que des paroles en l'air ?
Et ben on espère réussir à les convaincre de mettre ces propositions de loi à l'agenda, de les proposer. On va aussi faire un grand travail de veille où à chaque fois qu'il y aura un texte qui touchera de près ou de loin aux médias, et ben on va aller rencontrer les parlementaires pour leur demander d'inscrire ces propositions et on va simplement leur rappeler continuellement qu'il faut se saisir de cette question et qu'elle est extrêmement urgente. Quand tu parles justement du problème entre le nombre de médias et le nombre d'actionnaires qui sont peu et qui détiennent tous les médias, est-ce que c'est un problème ou pas finalement, tu vois? Pour moi, le problème, c'est pas que les médias soient possédés par des milliardaires. En fait, c'est pas un mal en soi. Le problème pour moi, c'est déjà que ce soit tous les mêmes milliardaires. Parce que déjà, si c'est que 8 ou 9 personnes qui contrôlent 80% des médias, et forcément, on peut se dire qu'ils ont une influence qui est disproportionnée et ça pose problème. Et puis surtout, le souci, c'est quand ces milliardaires interviennent de façon parfois agressive dans la ligne éditoriale du média. Le problème, c'est que si les actionnaires, comme Vincent Bolloré, évidemment, c'est l'exemple parfait, si ces actionnaires interviennent comme ça et que les journalistes ne puissent absolument rien faire, et que la loi ne garantit absolument rien, c'est là, en fait, qu'il y a un souci. Le sujet de la propriété des médias pose problème quand il a une influence sur les contenus qui sont produits. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement dans certains médias, c'est que c'est la personne qui détient les cordons de la bourse qui décide. Et nous, on veut changer ça. Moi, ce qui m'inquiète particulièrement en tant que citoyenne dans le cas Bolloré, c'est en fait l'impact qu'il peut avoir sur toute une génération. Si je prends mon cas personnel, moi aujourd'hui j'ai 22 ans. Au moment où Vincent Bolloré a acheté son premier média qui s'appelait à l'époque Direct 8, qui était une télévision, j'avais 6 ans. C'était en 2005. Ensuite, lorsque Bolloré a repris le contrôle d'ITélé pour le transformer en CNews et pour le droitiser énormément, qui a eu une immense grève qui était, je crois, la plus grande grève de l'histoire de la télévision française depuis mai 68. Ça, c'était en 2016. J'avais entre 16 et 17 ans. Et lorsqu'il y a eu le rachat par Vincent Bolloré de Europe 1, c'était l'an dernier, donc j'avais 22 ans. Aujourd'hui, on est en train de construire une génération pour laquelle Bolloré fait partie du paysage médiatique. Avec l'influence de Bolloré, on voit que c'est un actionnaire qui est capable de mettre à l'agenda, par exemple, la diffusion d'un film anti-avortement qui a été produit par un ami de Trump, qui a même pas été diffusé sur des chaînes en prime time aux États-Unis. Et ça a été le cas sur C8, sur une chaîne qui est possédée par Bolloré. On voit que c'est normal d'avoir quelqu'un comme Éric Zemmour qui prend la parole à 19h tous les soirs sur CNews, que c'est normal de transformer CNews, qui était donc avant iTélé, une chaîne d'information, en chaîne d'opinion. Tout ça, ce sont des choses qui font partie malheureusement du paysage médiatique aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux rappeler justement la différence entre l'indépendance des médias et les médias indépendants? Alors, les médias indépendants, c'est lorsque les médias sont possédés par exemple, des journalistes ou par des structures très particulières et qui dépendent pas de gros actionnaires et qui sont vraiment le média qui produit son information et c'est tout. Là où l'indépendance des médias, c'est quelque chose de différent mais qui contribue au même objectif et à la même démarche, c'est que garantir l'indépendance des médias, en fait, c'est garantir que les journalistes puissent produire leur information en toute indépendance, indépendamment de la structure juridique qui encadre le média. En fait, c'est tout ça. L'indépendance des médias, c'est juste neutraliser l'influence que pourrait avoir le propriétaire du média sur le contenu qui est produit. En fait, garantir l'indépendance des médias, c'est s'assurer que la propriété des médias soit complètement dissociée des contenus. On peut garantir l'indépendance des médias en créant un média indépendant, ça c'est sûr. Et ça paraît assez évident lorsque c'est les journalistes qui possèdent eux-mêmes leurs propres médias ou lorsque ce sont des citoyens qui possèdent les médias. Et par contre, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est garantir que tous les médias, y compris les médias mainstream, soient l'objet de ces garanties d'indépendance-là. Quand tu parles de médias mainstream, tu parles de Libération, je pense du Monde, à Libération, au Monde, à tous ces gros titres qui aujourd'hui sont évidemment des journaux de référence, mais en lesquels les gens ont de moins en moins confiance. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se dire la presse, le Monde, c'est pourri. Nous, on va se tourner justement vers des petits Mediapart, des Blast, ce genre de médias et on laisse tomber les autres, quoi. Exactement. Et c'est formidable qu'il y ait de plus en plus de médias indépendants qui se créent. Tu mentionnes Blast, mais je pense aussi aux médias qui s'appelle Le Média. Mediapart, évidemment, qui a un journal de référence. Il y a beaucoup de médias d'investigation. Je pense à Médiacité, un média d'investigation local. Et donc, le fait qu'il y ait de plus en plus de médias indépendants, ou en tout cas qu'il y ait une multitude de médias indépendants, c'est quelque chose de formidable pour le pluralisme. Et ça offre des possibilités qui sont super à la fois pour les journalistes et à la fois pour les lecteurs, bien sûr. Mais nous, on est convaincus que
c'est pas parce que les médias indépendants sont une formidable source d'information qu'il faut délaisser nécessairement les médias mainstream et qu'il faut avoir une défiance disproportionnée en ces médias. Aujourd'hui, c'est pas parce que Le Monde est possédé par Xavier Niel et Mathieu Pigasse que on va jeter notre exemplaire et qu'on va pas croire un mot de ce qui est dit. Ce qu'il faut, c'est que le lecteur ait l'assurance que lorsqu'il lit un média, il ne lit pas l'avis de Bolloré ou l'opinion de Bolloré ou l'opinion de Mathieu Pigasse, mais qu'il lise simplement des contenus sourcés, produits par des journalistes en toute indépendance. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en ce moment même, on se rend compte que les pouvoirs publics commencent à se poser la question. En ce moment, et depuis le mois de décembre 2021, une commission d'enquête qui a été créée au Sénat, à l'initiative de sénateurs socialistes, qui vise à étudier la concentration dans les médias. C'est donc une commission d'enquête qui se saisit pleinement de ce sujet-là. Et donc à la fin de cette commission d'enquête, il va y avoir un rapport qui va être écrit sur le sujet. Et donc ça, c'est une super opportunité de voir qu'il y a des choses qui sont faites. De la même façon, au mois de décembre dernier, un décret a été publié pour faire évoluer les conditions d'accès aux aides à la presse. À partir de maintenant, pour pouvoir prétendre aux aides à la presse, il faudra être une entreprise de médias qui embauche des journalistes. Avant, c'était pas le cas. Avant, dans les critères d'accès aux aides à la presse, il fallait simplement que les médias prouvent qu'ils avaient, et je cite, un apport éditorial significatif, ce qui veut tout et rien dire. Il y avait même pas le mot de journaliste écrit dans les critères. À partir du mois de décembre dernier, donc, et grâce à un décret, maintenant, on ne pourra plus percevoir des aides publiques si on n'embauche pas de journalistes. Il y a des choses qui sont faites, les pouvoirs publics prennent en charge cette question et se rendent compte qu'il y a un sujet. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pourraient trouver que le projet est trop ambitieux pour être réaliste ? Je répondrais que la cause est tellement importante et que le combat est tellement important qu'il faut essayer de le mener. Tout grand combat paraît forcément insurmontable quand on le voit de loin. Nous, ce qu'on veut faire, c'est y aller étape par étape, en fait. Et on se dit que petit à petit, on va réussir à se confronter à ce sujet tellement important. En fait, on voit à quel point c'est néfaste la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est des défis qui sont tellement importants qu'on va essayer de les mener de front et il faut qu'on le fasse. Que préconises-tu pour améliorer la protection de la liberté des médias ? Je pense que la meilleure garantie de la protection de la liberté des médias, c'est le fait que ce soit les lecteurs et les lectrices qui payent pour leur information. C'est ce qui nous permet d'être informés, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, d'avoir une fenêtre sur le monde extérieur, etc. Ça a toujours été le cas et je pense que ça l'est encore plus aujourd'hui. Pendant les confinements, on était tous enfermés chez nous et la seule fenêtre qu'on avait sur le monde extérieur, c'était finalement les médias qui nous la donnaient. Les Français ont passé beaucoup plus de temps devant la télé pendant les confinements qu'à n'importe quel autre moment. Il y a eu une explosion de la consommation de médias pendant les confinements parce qu'on se rend compte que c'est fondamental. À l'avenir, est-ce que tu te vois évoluer dans cet univers des médias ? Alors, je pense que mon engagement associatif et mon engagement pour le sujet va continuer encore longtemps. Je travaille plutôt dans les politiques culturelles en lien avec le spectacle vivant, mais pas directement, en tout cas, dans mon activité professionnelle. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Le projet Plaidoyer est à retrouver sur le site unboutdesmedias.org. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Mediatopia-podcast et à Un bout des médias sur Instagram, à partager l'épisode, à le noter et à en parler autour de vous. Merci, à bientôt.